Alors, petit résumé de cours sur la polarisation de la lumière. Tout d'abord, rappel fondamental, le champ électrique et le champ magnétique sont des vecteurs et dans ce cours-ci, c'est bien la direction de ce vecteur-là au cours du temps qui va nous intéresser. Alors, la lumière naturelle euh, est une lumière dont le champ électrique en un point de l'espace au cours du temps ne garde a une direction qui est complètement aléatoire. C'est dû au processus d'émission des photons par des sources comme le Soleil, qui fait que voilà, si on regarde un point de l'espace, le champ électrique au cours du temps a une direction qui change tout le temps de façon complètement aléatoire. Ça, c'est une lumière qui n'est pas polarisée. Une lumière qui est polarisée, c'est une lumière pour laquelle la direction du champ électrique, par exemple, va garder aura une direction qui ne sera pas quelconque au cours du temps. Par exemple, ici, on voit que le champ électrique, bon là on est dans une représentation spatiale, mais on voit bien que le champ électrique varie selon la direction OZ. Alors, l'utilisation de lumière polarisée, on trouve ça dans les lunettes, hein, les lunettes solaires par exemple, en photographie, pour obtenir des images stéréoscopiques au cinéma, dans les radars, dans la microscopie, et on trouve aussi l'utilisation de la polarisation de la lumière pour l'orientation de certains animaux comme les abeilles. Voilà une petite image de lumière, enfin une utilisation de photo, de la polarisation de lumière, enfin de filtre polariseur en tout cas en photographie. Donc vous voyez à gauche une photo obtenue sans filtre polariseur et à droite la même mais avec un filtre polariseur. Donc on voit bien que euh, certains aspects de l'image ont disparu, en particulier la réverbération de la lumière, les petits éclats lumineux là qui ont disparu dans le cas de l'utilisation d'un filtre polariseur. Ici, vous voyez une image obtenue en microscopie avec filtre polariseur de cristaux de vitamine C. Alors, les différents types de polarisation, on en dénote trois principalement. Alors pour ça, on va prendre notre champ électrique mathématiquement, voilà comment on va le décrire. Donc c'est euh, pareil que dans le chapitre précédent, sauf qu'ici, on rajoute un vecteur unitaire qui va nous permettre de donner la direction du champ au cours du temps. Et dans les milieux isotropes, qui sont les milieux qui vont nous intéresser dans ce cours, la direction de polarisation correspond à la direction du champ électrique, ce qui n'est pas forcément le cas en milieu anisotrope. Alors puisque c'est un vecteur, notre champ électrique, on va le décrire à l'aide de ses composantes. Alors dans la suite, on prendra des ondes planes harmoniques. Donc ici, vous avez l'exemple d'une onde qui se propage sur la direction OX. Et donc le champ, lui, se trouve dans le plan OYZ. Il y a donc ces deux coordonnées-là, qui sont des coordonnées donc, qui font apparaître le caractère harmonique, hein, avec le cosinus ici. Il peut exister un déphasage entre la coordonnée sur Y et la coordonnée sur Z. C'est ce qui va donner d'ailleurs naissance aux différents types de polarisation. Alors, d'abord la polarisation rectiligne. Dans ce cas-là, la direction du champ est constante au cours du temps. Donc c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Pour que le champ ait une direction qui reste constante au cours du temps, il faut que le rapport des deux composantes soit constant. Donc, EY sur EZ est égal à une constante. Avec les différents cas ci-dessous, alors pour qu'il y ait EY et EZ qui soient égal à une constante, euh, ça arrive dans les différents cas qui sont énumérés ci-dessous. Premier cas, c'est que on n'a pas de champ, enfin que la coordonnée sur Y vaut 0. Il n'y a pas de champ sur Y, donc forcément le champ va garder une direction de polarisation sur Z. Inversement, s'il n'y a pas de champ de coordonnées sur Z, ben, le champ sera dirigé uniquement sur l'axe OY. Et puis après, vous pouvez avoir le cas où le déphasage entre les deux composantes vaut 0 ou pi. Là, ben, du coup, le rapport des deux composantes va être égal à une constante. C'est ce qu'on démontrera d'ailleurs en TD. Avec le cas où phi est égal à 0. Alors vous avez ici, c'est le cas du haut, avec un champ qui va être dans la partie OYZ là, supérieure à 0 ou dans la partie OYZ inférieure à 0, alors que dans un déphasage de pi, le champ est orienté de façon opposée. La polarisation circulaire. Alors du coup, dans ce cas-là, le rapport
des deux n'est plus constant, des deux composantes. Le champ électrique, du coup, tourne dans l'espace. Il peut tourner de façon elliptique en général, et un cas particulier d'ellipse, c'est le cercle. Donc, on dit qu'il y a une polarisation circulaire si le champ électrique, pardon, garde au cours de sa propagation une norme constante. Donc il y a un déphasage entre les deux composantes, enfin les deux composantes, en tout cas, alors, le rapport des deux composantes n'est pas constant, mais par contre, la norme du champ électrique, lui, va être constant, et donc le champ électrique va tourner, mais comme sa norme est constante, il va tourner en décrivant un cercle. Alors, ça arrive dans le cas où le déphasage vaut soit pi sur 2, soit 3 pi sur 2. Avec bien évidemment, pour que la norme reste constante, il faut que l'amplitude maximale sur y soit égale à l'amplitude maximale sur z. Il faut avoir E0y qui est égal à E0z. Et là, comme ça, on a bien une norme qui reste constante, à condition d'avoir aussi un déphasage en pi sur 2 ou un déphasage en 3 pi sur 2. Là, vous avez deux cas de polarisation circulaire. Si pour un observateur qui voit l'onde arriver sur lui, le champ électrique tourne en décrivant un cercle dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire inverse des aiguilles d'une montre, on parle de polarisation circulaire gauche. Donc ça, c'est le cas quand le déphasage vaut pi sur 2. Et pour un observateur qui voit donc le champ arriver sur lui, mais avec un champ électrique qui tourne au cours du temps dans le sens horaire, on parle de polarisation circulaire droite. Dernier type de polarisation, donc c'est la polarisation elliptique. Donc cette fois-ci, le champ tourne parce que le rapport n'est pas constant. Et en plus, la norme du vecteur n'est pas constante au cours du temps. Avec deux types de polarisation elliptique, pareil, hein, gauche ou droite. Donc si le déphasage est compris entre 0 et pi, on a une polarisation elliptique gauche. Donc ça crée, le champ tourne en formant une ellipse dans le sens anti-horaire. Et sinon, si le déphasage est compris entre pi et 2pi, on a une polarisation elliptique droite. Là, c'est le cas de ce qui est noté en bas. On va faire un petit exemple. Alors ici, on va prendre le cas d'un déphasage de pi sur 2. Alors ça pourrait être du coup une polarisation circulaire, mais ici, voilà, la norme du champ sur Y est 2 fois plus grande que sur Z. Donc le champ va tourner, mais parce que le déphasage est différent de 0 et de pi, il va tourner, mais il n'aura pas une norme constante, hein, puisque la projection sur Y est plus grande que sur Z, donc ça ne peut pas donner un vecteur de norme constante. Voilà ce que ça peut donner donc, pour un observateur qui voit l'onde arriver sur lui. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est le champ électrique en un point de l'espace, avec l'axe Z en ordonnée et l'axe Y en abscisse. Et le champ qui évolue au cours du temps. Voilà, donc on rentre la valeur du déphasage, donc là, pi sur 2, 1,57. La valeur du champ de l'amplitude maximale sur Y et l'amplitude maximale sur Z. Et on voit là le champ électrique qui tourne en décrivant une ellipse dans le sens anti-horaire, donc on est bien sur une polarisation elliptique gauche. Et le demi-grand axe de l'ellipse, parce qu'une ellipse a un grand axe et un petit axe, ici, le demi-grand axe de l'ellipse est sur l'axe OY. Voilà. Si on prend un déphasage différent de pi sur 2 ou de 3 pi sur 2, le demi-grand axe de l'ellipse, lui, ne sera plus un des axes principaux du repère, ce ne sera pas l'axe